Oui, bonjour et merci Abigail pour l'introduction et merci à vous tous pour votre participation cet après-midi. Alors, avant d'aller plus loin, je dois vous mettre en garde que toute l'information que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est à titre d'information uniquement. Aucune là de l'information de ce dont nous discuterons aujourd'hui là, constitue un avis juridique. Et donc, l'AGFA et le barreau vous invite toujours, vous encourage à consulter un avocat pour toute question juridique que vous pourriez avoir. Donc, j'aimerais savoir rapidement, et peut-être que vous pouvez répondre dans le chat, parmi les participants, qui est membre du conseil d'administration de son organisme et qui est un employé, s'il vous plaît. Donc, si vous pouvez juste indiquer si vous êtes un membre du CA ou un employé, pour avoir une petite idée, je suis curieux de savoir qui participe et en même temps, ben, ça m'aide aussi à avoir une meilleure idée à comment je peux vous aider. Donc là, je vois deux employés. Donc, on a deux réponses jusqu'à présent. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui vont répondre. Donc, on a surtout des employés, semblerait. Bon, alors, ce que je vous demanderais en tant qu'employé de votre organisme, c'est peut-être de partager un peu cette information avec vos bénévoles et vos bénévoles potentiels, parce que je crois que c'est un des grands avantages de la nouvelle loi, c'est que pour les organismes à but non lucratif, ça permet de donner un autre argument pour que les gens s'impliquent un peu plus dans leur organisation. Parce que très souvent, ça c'est une des craintes, si on veut, des bénévoles, c'est l'engagement de leur responsabilité personnelle. Euh, la nouvelle loi va permettre là, justement euh, d'éviter des risques qui peuvent être parfois énormes pour les différents bénévoles. Et euh, je pense que plus on va faire connaître cette loi, plus on va faire connaître les protections qu'elle offre, plus ça va aider, je pense, les organismes à but non lucratif, à tout le moins à faciliter euh, euh, le bénévolat ou l'implication là, des gens dans la communauté. Donc, n'hésitez pas à partager là, cette information et cette présentation avec eux. Donc, aujourd'hui, on a environ 1 heure et demie, ce qui est peut-être un peu long pour ce qu'il y a à couvrir. Je pense qu'on devrait pouvoir couvrir ça en beaucoup moins de temps, mais ça nous laissera du temps là, pour peut-être répondre à vos questions. Mais dans la présentation, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est bon, un bref survol des objets de la loi, quelques définitions pour nous aider à comprendre quel est les différents sujets abordés. Euh, Ensuite, discuter comme tel de la protection des bénévoles, qu'est-ce que cette nouvelle loi nous offre. Ensuite, je voudrais qu'on parle des exemptions pour les organismes à but sans but lucratif. Donc, c'est des nouvelles dispositions qui sont assez euh, inusité et puis apparemment, on serait la seule juridiction au Canada qui offrirait ce genre là, d'exemption. Puis enfin, faire un survol des différentes bonnes pratiques que je crois pourraient très bien se marier avec la nouvelle loi et permettre aux organismes à mettre en place là, des outils
qui vont dans le même sens que ce que nous propose cette loi. Donc, l'objet de la loi, bien, comme je l'ai dit, on reconnaît là, que les bénévoles jouent un rôle essentiel dans nos sociétés et particulièrement dans les organismes sans but lucratif, mais qu'il y a souvent une difficulté de recruter des bénévoles. Et cette loi-là devrait faciliter, faut l'espérer, cette possibilité là, d'attirer, de recruter des bénévoles. Mais également aussi, et ça c'est la deuxième partie de la loi, essayer d'éliminer certains obstacles réglementaires dont les organismes, comme tout organisme finalement, que ce soit des sociétés ou des OSBL, auxquels on peut faire face. Donc, comme on sait, le gouvernement provincial actuel avait tout un effort là, de réduction de ce qu'ils appelaient là, de red tape, donc de toutes sortes là, de demandes et démarches administratives qui peuvent être parfois, surtout pour des petites organisations où il y a peu de ressources, causer beaucoup d'ennuis et prendre beaucoup du temps des différents membres, soit du conseil d'administration ou des employés. Donc, cette nouvelle loi, ben, comme toutes les lois, elle a un certain nombre là, de définitions pour qu'on comprenne un peu là, de ce dont on parle. Alors, parmi là, ces définitions, on parle de charitable purpose, donc pour une fin de bienfaisance. Donc, c'est très vaste. C'est en fait pour toutes les fins de bienfaisance, que ce soit philanthropique, que ce soit éducatif, que ce soit sanitaire, que ce soit religieux, culturel, artistique, sportif, récréatif. Donc, ça inclut en fait toute fin de bienfaisance, mais à condition qu'il n'y ait pas un but là, de tirer profit de tout ça. La loi couvre tous les dommages, donc elle va exclure la responsabilité personnelle des bénévoles pour tout type de dommages. Donc, ça veut dire autant physique que non physique, économique et non économique. Donc, c'est tout type de dommages, ce qui est très utile. Qu'est-ce qu'on entend par des pertes économiques? Eh bien, les pertes économiques, c'est toute perte pécuniaire. Donc, ça peut être aussi bien la perte d'un revenu ou tout avantage qu'on tirerait d'un emploi. Ça peut être des frais médicaux, des services de remplacement, la perte suite à un décès, ou encore des pertes d'opportunités commerciales ou d'emploi. Donc, encore une fois, ça couvre là, tous les types de pertes économiques auxquelles on pourrait penser. Ensuite, pour ce qui est des pertes non économiques, qui sont aussi couvertes, donc qui protègent, dont les bénévoles sont également protégés. Donc, ça désigne là, des pertes de douleurs ou physiques ou émotionnelles, des souffrances, des inconvénients, des déficiences physiques, angoisse mentale, défiguration, perte de jouissance de la vie, perte de vie sociale, familiale ou encore atteinte à la réputation. Donc, tous ces dommages, hein, donc ça couvre à peu près tout ce dont on pourrait penser, sont couverts par cette nouvelle loi. Pour ce qui est de les organismes sans but lucratif, eh bien, ce seraient toutes les entités qui sont organisées pour offrir au public différentes activités philanthropiques, caritatives, et qui sont, bon, généralement constituées en Alberta, ce serait le Societies Act, ou encore l'équivalent au fédéral de la loi sur les organismes sans but lucratif. Enfin,
ce sont les bénévoles qui bénéficient de cette protection, ce n'est pas les employés. Et alors, qu'est-ce qu'on entend par un bénévole? Qu'est-ce que la loi entend par un bénévole? Alors, c'est toute personne qui fournit des services à un organisme sans but lucratif. Et ce bénévole ne doit pas recevoir de rémunération pour les services qu'il offre à l'organisme, pour son bénévolat, si on veut, à l'exception là, de remboursements ou d'allocations qui sont raisonnables pour les dépenses encourues par ce bénévole-là dans le cadre de ses activités de bénévolat. Donc, c'est très important que notre bénévole le fasse, comme le mot le dit si bien, bénévolement. Donc, il ne peut pas être rémunéré. Ces bénévoles, ça peut inclure autant un administrateur, donc un membre du conseil d'administration, un dirigeant ou un fiduciaire de l'organisme. Mais ça n'inclut pas quelqu'un qui devrait offrir des services en vertu d'une ordonnance du tribunal. Donc, si jamais quelqu'un, par exemple, devrait faire du travail communautaire, il serait sans doute exclu par cette protection-là de la nouvelle loi. Alors, je dis toujours nouvelle loi, elle est relativement récente. Elle a un peu plus d'un an d'existence, a été adoptée en septembre 2021. Donc, c'est une loi dont, en fait, peut-être très peu de gens ou assez peu de gens connaissent l'existence. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était peut-être une bonne idée d'en parler avec la communauté pour que les gens en connaissent l'existence. Donc, cette nouvelle loi, comme je vous disais, elle a deux volets, protection des bénévoles et exemption là, de certaines dispositions administratives. Donc, pour les prochaines minutes, on va se focaliser sur la protection des bénévoles, qui est, comme je disais, peut-être un très bon argument là, pour convaincre des gens. Je ne dis pas que c'est un argument là, qui est primordial pour convaincre quelqu'un à faire du bénévolat, mais je pense que ça peut peut-être aider certaines personnes qui hésiteraient parce qu'ils ont peur là, des répercussions s'il y a quelque chose qui irait mal dans l'organisme ou s'il y avait un problème. Donc, c'est important, je pense, que les gens sachent que les bénévoles ont une protection, en fait, qui s'applique à tout type de réclamation pour les dommages que ce bénévole aurait causé par un acte ou une omission. Donc, on en a discuté tout à l'heure. Donc, ces dommages, hein, ça couvre tout type de dommages, autant économiques que non économiques. Donc, ça offre une protection là, totale et entière. Mais bien entendu, il y a différents critères à respecter pour pouvoir se prévaloir de cette protection-là. Donc, la première, c'est le respect du mandat. Donc, le bénévole ne sera pas responsable des dommages causés par un acte qu'il aurait commis ou une omission, toujours au nom de l'organisme. Hein. C'est pas... il faut toujours que ce bénévole agisse en fonction de l'organisme pour lequel il est un bénévole et qu'il agisse dans le cadre des responsabilités au sein de l'organisme. Donc, si par exemple, je ne sais pas, votre secrétaire de votre conseil d'administration pose des gestes à caractère financier et qu'il y aurait un problème parce que en faisant
ces démarches ou ces procédures financières, cette secrétaire aurait payé en trop un, un individu ou un contracteur, eh bien, malheureusement, la secrétaire ne pourra pas se prévaloir de la protection de la loi parce qu'elle agit à l'extérieur de son mandat. Elle était la secrétaire du conseil d'administration de l'organisme et non pas le trésorière. Et donc, malheureusement, euh, sa faute commise, eh bien, peut engager sa responsabilité personnelle. Par contre, si le trésorier, lui, fait des opérations financières ou comptables et puis paie ce même individu ou cette même compagnie une somme excédentaire, eh bien, il sera protégé de tout recours contre lui. Et un deuxième aspect, c'est de se conformer aux exigences, à différentes exigences, lorsque le bénévole aurait dû être licencié, certifié ou autorisé par les autorités. Donc, par exemple, si on parle d'un organisme caritatif et puis on offre certains types de services pour lesquels il faut avoir une autorisation pour le faire, membre d'un certain ordre, par exemple, eh bien, il faudrait que cette personne-là soit membre et puis se conforme là, aux différentes exigences lorsqu'elle offre ces services-là. Donc, un exemple pour ça, Abigail a mentionné Edmonton Community Legal Center, qui est un organisme à but non lucratif qui offre des services juridiques gratuits à la communauté. Donc, un avocat qui offrirait des services par l'entremise de ECLC, s'il commettait une faute, il faudrait qu'il soit un membre en bonne et due forme du barreau pour pouvoir se prévaloir là, de cette protection, cette limite de responsabilité lorsqu'il a agi comme bénévole. Bon, bien entendu, comme je le disais précédemment, cette loi-là, elle protège les bénévoles. Par contre, ça n'affecte en rien la responsabilité de l'organisme sans but lucratif à l'égard des dommages qui auraient été causés. Donc, peu importe la nature des dommages, si ces dommages ont été causés par ce bénévole, lui, le bénévole, n'est peut-être pas responsable grâce à cette nouvelle loi, mais l'organisme, lui, est toujours potentiellement responsable. Donc, c'est bien important de comprendre que les seules personnes qui peuvent se prévaloir de cette protection-là, ce sont les bénévoles et non pas ni les employés ni les organismes sans but lucratif. Il y a quelques exceptions à cette protection, à cette exclusion là, de responsabilité. La première, c'est la négligence. Donc, s'il y a eu une faute intentionnelle, une imprudence criminelle ou une négligence grave de la part du bénévole, eh bien, le bénévole ne pourra pas se prévaloir de la protection de la loi. Des dommages qui ont été causés par un bénévole alors qu'il conduisait une voiture ou tout autre type de véhicule et pour lequel donc il était le propriétaire et qui était tenu, pour lequel il devait avoir une assurance. Également, le bénévole ne sera pas protégé par la loi. Tout acte ou commission ou omission, pardon, qu'un bénévole aurait commis qui cause un dommage,
lorsque cet acte ou cette omission, pardon, était en fait une infraction. Donc, si c'était un geste là, qui était de nature pénale, eh bien entendu, un délit, on ne pourra pas, encore une fois, là, se prévaloir de la protection de la loi. Et enfin, donc, si un bénévole consommait illégalement de l'alcool ou des drogues, ou encore avait des facultés affaiblies lorsqu'il a commis l'acte ou encore une omission qui a mené à un dommage, encore une fois, la protection de la loi ne s'appliquera pas. Donc, dans ces quatre situations-là, de négligence, de délit, consommation de drogue ou alcool, ou lorsque le bénévole est au volant d'une voiture, eh bien, malheureusement, il n'y a pas de protection de la loi. Il y a enfin deux autres éléments dont il faut être au courant. Donc, pour l'OSBL, il n'y aura aucun recours contre le volontaire. Donc, si le bénévole a commis des dommages, l'organisme, lui, sera sans doute poursuivi. Il sera peut-être reconnu coupable et donc devra payer des dommages et intérêts. Mais le bénévole comme tel, eh bien, il est hors limite, si on veut. L'organisme, l'OSBL, n'aura pas de recours ou n'a pas droit de reprise contre ce bénévole, même si il est clair que ce bénévole a commis une faute, a été, par son action, a causé des dommages. Puis enfin, pour ce qui est des dépenses entre l'avocat et le client, donc lorsqu'il y a une action qui est intentée contre un bénévole pour des dommages et intérêts, eh bien, toujours lorsqu'il agit là, au nom de cet organisme-là, le bénévole, lui, a droit à se faire rembourser, s'il y a lieu, là, ses frais d'avocat, les dépenses qu'il aurait pu encourir pour les services d'un avocat lorsque il n'y a pas eu lorsque le plaignant n'a pas eu succès, n'a pas été n'a pas obtenu le gain de cause dans ses procédures judiciaires impliquant ce bénévole. Donc ça fait un peu le tour là, de cette première partie de la loi qui est spécifique à la protection des bénévoles. Le deuxième aspect de cette loi, c'est les exemptions pour les OSBL. Donc, ça, c'est plus intéressant pour les participants aujourd'hui parce que ça vous touche plus spécifiquement, en ce sens où cette loi, et comme je disais, c'est une première là, au Canada, elle permet aux OSBL de se prévaloir d'exemptions. Donc, ces exemptions sont différentes procédures administratives, généralement, auxquelles les OSBL, comme toute société ou organisme, sont assujettis. Et donc, dans la loi, il y a tout un mécanisme, on va en parler, pour comment obtenir ces exemptions. Mais il y a déjà, au moment où on se parle, 34 exemptions existantes. Donc,
pour lesquels vous n'avez pas à faire de demande spécifique au ministre. Bon, chacune, pour la plupart là, de ces exemptions existantes, il y a quand même une procédure à suivre, mais elle est acquise de droit, si vous voulez. Si vous vous conformez aux différents critères, si vous remplissez les critères, vous devrez en principe pouvoir vous prévaloir de ces différentes exemptions. Donc, je n'ai pas mis la liste là, ici des 34 exemptions existantes, mais je voulais quand même vous donner une idée de ce type d'exemption. Donc, ça touche autant des ententes au niveau des taxes municipales que les différentes procédures et conditions à remplir pour le WCB ou des campagnes de levée de fonds, des choses comme la préparation de la nourriture, si vous avez des événements, ou encore le code des normes du travail. Donc, vous pouvez demander, en présentant l'information requise, pour tous ces types d'exemptions, de ne pas avoir à faire certaines choses qui, normalement, seraient requises de vous. Donc, ça, c'est très intéressant. Et puis, je vous invite vraiment à aller voir s'il y a certaines de ces exemptions qui seraient là, pertinentes pour vous et puis pour lesquelles là, vous songeriez là, à faire une requête. Lorsque on est à l'extérieur de ces 34 exemptions là, existantes, on peut quand même faire une demande pour obtenir une exemption. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que la première règle, c'est que les règlements auxquels vous faites référence ou dont vous voulez être exempté, ça doit être des règlements qui ne sont pas spécifiques aux OSBL. Donc, par exemple, le code des normes du travail, c'est un bon exemple. C'est un code et ses règlements qui s'appliquent à tout organisme, à toute société. Donc, ça ne s'applique pas uniquement aux OSBL. Donc, ça, c'est un bon exemple de type d'exemption pour lequel là, vous pourriez demander là, d'avoir une autorisation là, d'être exempté. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, il faut faire une demande au ministre et donc cette demande-là va être accordée aux dispositions là, très spécifiques des règlements qui sont spécifiés dans l'ordonnance. Donc, il faut demander quelles dispositions dont on veut être exempté. On ne peut pas demander d'être exempté de toute l'application d'un règlement, par exemple. Il faut également spécifier là, pour quelle fin de bienfaisance on veut obtenir cette exemption, ainsi que la durée pour laquelle on veut également être exempté. Donc, ce n'est pas de manière indéfinie. Il faut que ce soit quand même limité dans le temps. Mais c'est quand même une disposition qui peut être utile là, dans certains cas. Par contre, ce type d'exemption, ce mécanisme-là, ne s'appliquera pas s'il y a une autre exemption qui est disponible pour l'OSBL en vertu d'une autre loi qui s'appliquerait à des fins de bienfaisance. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'avant de faire une demande au ministre pour être exempté de l'application de certains règlements, eh bien, il faut s'assurer qu'il n'y a pas déjà d'exemption existante. Donc, ça, c'est un peu pour le survol là, de la loi. C'est une loi qui est très courte. Hein? C'est quelques pages à peine.
mais c'est assez intéressant, je trouve, cette approche-là que le gouvernement a eue, d'offrir de un cette protection aux bénévoles, parce que typiquement, ce genre de protection-là était offerte par le truchement des assurances. Hein? C'est comme ça qu'un organisme sans but lucratif s'assure de protéger ses bénévoles, mais il y a un coût à ça. Hein? Les assurances, bon, il faut payer, et plus on a de bénévoles, ben, plus ça peut être coûteux, etc. Donc, c'est un apport là, assez positif, cette nouvelle loi, plus, bien entendu, là, les mécanismes relatifs aux exemptions et ces 34 exemptions déjà existantes qui permettent, dans certains cas, là, d'alléger peut-être le fardeau administratif de votre organisme. Donc, comme je vous avais dit, bon, c'est assez court comme présentation. On est à quoi, 37 minutes environ. Donc, j'ai fait un peu le tour de la loi et je voulais peut-être prendre un petit moment pour ensuite regarder brièvement là, quelques bonnes pratiques, tant au niveau de ce qu'on peut faire et aussi au niveau de la documentation, ce qui serait important là, de peut-être d'avoir au sein de votre organisme. Donc, c'est peut-être un bon moment de s'arrêter quelques minutes pour savoir si vous avez des questions sur la loi comme telle. Soit peut-être vous pouvez, je ne sais pas si vous avez la possibilité de parler ou sinon peut-être l'écrire là, dans le chat. Euh, c'est comme vous souhaitez. Ou peut-être qu'il n'y a pas de questions, peut-être que c'est relativement clair tout ça. Au niveau des distinctions de qui est couvert et qui ne l'est pas, qui peut s'en prévaloir et dans quelles circonstances, quelles sont les exceptions. Je crois que c'est assez facile à comprendre. Là. Il n'y a rien de très complexe dans tout ça. Par contre, très souvent, les organismes sans but lucratif ne sont pas nécessairement au courant de l'existence de la loi et puis de ce qu'elle offre. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc je ne crois pas qu'il y ait de questions, je vais passer à la quatrième partie, dernière partie, donc quelques bonnes pratiques. Donc, et c'est du gros bon sens, mais parfois on oublie et parfois on néglige, je dirais, de faire certaines choses qui sont très utiles à avoir quand il y a un problème. Et donc, la première de ces choses-là, c'est d'avoir un mandat très clair pour nos bénévoles. Donc, je donnais l'exemple de la secrétaire du conseil d'administration qui commence à s'occuper de questions financières et comptables, qui fait des paiements alors qu'elle n'aurait pas dû, etc. Donc, c'est très, très important qu'on définisse clairement, spécifiquement, ce que les bénévoles doivent faire et ne doivent pas faire. Ensuite, ben, c'est bien d'avoir des mandats et puis d'avoir des documents, mais aussi il faut s'assurer qu'on gère hein, nos bénévoles, donc faire des suivis et suite à ça, évaluer les risques hein, selon l'objet de votre société, le type d'activité. Peut-être qu'il y a peu de risques, mais pour d'autres, c'est important là, de pouvoir les évaluer pour ensuite pouvoir les gérer. Un autre élément très important, c'est la formation des bénévoles. Tous les bénévoles ne sont pas égaux, donc selon le type de responsabilité, ils auront besoin de plus ou moins de formation. Puis aussi, certains bénévoles ont très peu d'expérience avec les OSBL, donc c'est peut-être important de s'assurer qu'ils ont au moins une bonne compréhension de comment fonctionne un OSBL. C'est important aussi, bien sûr, de sensibiliser les bénévoles aux différents risques pour que s'ils voient un problème, eh bien, qu'ils puissent l'identifier et puis en parler
au directeur général, par exemple. Un autre élément, c'est d'avoir une assurance responsabilité pour les administrateurs. Je pense que c'est quand même important d'avoir ce type de protection malgré la loi parce que tout le monde, je dirais, s'attend quand même à avoir ce genre de protection et de les informer sur les types d'assurance qui existent. Ensuite, faire une évaluation en continu là, des risques et de nos bénévoles pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Et très souvent, pardon, on se rend compte des problèmes trop tard, souvent peut-être plusieurs années plus tard, on réalise qu'il y a eu des problèmes au niveau de la gestion financière, au niveau de la gestion comptable. Malheureusement, les bénévoles qui étaient présents à l'époque, qui ont géré cette situation-là, sont plus membres du conseil d'administration ou sont plus des bénévoles de l'organisme. Et c'est là où ça peut causer de véritables problèmes parce que si on doit rechercher de l'information rapidement, ou encore pire, si on a besoin de témoins en procès, eh bien, là, on a un problème qui peut être très sérieux. Donc, d'évaluer en continu aussi non seulement nos bénévoles, mais les situations, c'est important au niveau de la gestion de nos risques. Enfin, et je vais terminer là-dessus, il y a des documents que je crois qui sont essentiels que les OSBL aient en leur possession. Je pense que c'est une bonne pratique d'avoir une entente de bénévolat, s'assurer, et ça peut être une entente là, qui s'applique à tous les bénévolats, tous les bénévoles. Ça peut être un document là, assez général, mais pour s'assurer que les bénévoles comprennent bien qu'ils ont un mandat à suivre et qu'ils doivent agir en vertu de ce mandat et qu'il y ait l'information sur comment communiquer, comment évaluer les risques, etc. Donc, c'est important d'avoir cette entente et bien entendu là, que les bénévoles la signent pour s'assurer qu'ils l'ont bel et bien compris. En même temps, je crois qu'avoir une politique relative au bénévolat peut aussi éviter le bien des malentendus. Et encore là, ça permet là, de s'assurer que tous les bénévoles, mais également les employés, sont conscients là, des différentes règles applicables. Avec ça, un manuel des bénévoles qui peut être peut-être plus spécifique là, à chacune des fonctions. Le comptable n'a pas les mêmes types de responsabilités que le secrétaire ou s'il y a des gens là, qui jouent des rôles spécifiques dans l'organisme en tant que bénévole, c'est important d'avoir une description de leurs tâches, leur mandat dans ce manuel également. Et enfin, dans le règlement administratif de l'association, de l'organisme sans but lucratif, c'est important d'avoir une clause qui est relative à l'indemnisation des administrateurs. Donc, ce que ça signifie, c'est que dans une situation où il y aurait des poursuites judiciaires contre l'organisme et contre les administrateurs, que l'organisme couvrira, indemnisera ces mêmes administrateurs. Donc, ça, c'est très important. Et dans quelles circonstances? Donc, généralement, les OSBL vont indemniser les administrateurs pour les actes ou les omissions dans le cadre de leur mandat, sauf s'il y a eu négligence grossière, par exemple. Donc, c'est important d'avoir ce genre de clause, tant pour protéger l'organisme que les administrateurs. Donc,
voici là, en environ 45 minutes euh, un survol de cette nouvelle loi qui, comme je vous dis, je pense est un bon outil là, pour vous pour attirer des nouveaux bénévoles ou à tout le moins essayer euh, de diminuer là, certaines craintes qu'ils pourraient avoir là, de devenir administrateur ou bénévole d'une OSBL. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, euh, si vous avez des commentaires. Euh, et voilà qui termine là, notre présentation aujourd'hui. Merci.